le modèle approche famille partenaire auprès des enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental. Trouble neurodéveloppemental, on parle de trouble d'attention avec ou sans hyperactivité. On a le trouble du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle, retard global de développement, trouble de la communication, trouble moteur et trouble spécifique des apprentissages. Donc, c'est la grande famille des troubles neurodéveloppementaux. Avant de débuter, sachez que quand on aborde les thèmes de collaboration et de partenariat, ça nécessite inévitablement une démarche introspective, c'est-à-dire des remises en question sur ces pratiques. Ça aborde l'aspect des relations. Les relations, bien, c'est complexe. On a juste à penser à nos relations de couple ou nos relations avec nos amis. Si on veut bien les entretenir, bien, ça demande une démarche introspective. C'est un peu la même chose. Le domaine de la santé et des services sociaux n'y échappe pas. Il y a des relations, donc ça nécessite des remises en question. Autre volet, j'ai mis une petite affiche danger. Attention, méfiez-vous de vous. Si vous dites moi, je collabore déjà, tout est beau, je suis un très bon partenaire. Si vous avez une réponse aussi spontanée, j'aurais tendance à dire que peut-être qu'il faut pousser un peu plus la démarche introspective aujourd'hui. Donc, voilà, c'était mes petits messages avant de débuter. Je vais vous expliquer brièvement le mouvement actuel d'usagers partenaires. La société évolue et ça évolue également en santé et services sociaux, c'est-à-dire les besoins en santé évoluent. Il y a une augmentation des problématiques chroniques de santé et les troubles neurodéveloppementaux font partie des problématiques chroniques de santé. Les gens maintenant sont de plus en plus informés via surtout Internet. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que les usagers ont une faible adhésion aux recommandations émises, puis une faible application des recommandations émises par les intervenants de la santé, d'où le fait que ça peut amener des questionnements importants sur la pertinence des services qu'on offre. Tout ça dans un contexte de pression financière accrue. Donc, devant tous ces enjeux-là, une des pistes de solution qui est considérée comme prometteuse, c'est la vision de partenariat avec l'usager. C'est une vision qui peut être très intéressante pour les intervenants puisqu'on parle d'une vision qui humanise les soins, ce qui est très parlant pour les intervenants. Et pour les gestionnaires, on parle d'une vision qui est associée à des meilleurs résultats de santé et une meilleure efficience en soins et services de santé. Donc, qu'est-ce que c'est plus précisément? Je vous ai mis une définition du partenariat avec l'usager. C'est quoi cette approche? J'ai mis en couleur les mots pour lesquels porter une attention un peu plus particulière. Donc, c'est une relation de co-construction et de collaboration entre l'usager et ses proches et les intervenants de la santé et des services sociaux. Cette relation permet de maximiser les résultats de santé en amenant l'usager et ses proches à acquérir à leur rythme les habiletés nécessaires pour faire des choix libres et éclairés, pour ainsi gagner graduellement l'autonomie à conjuguer avec leurs conditions de santé. Ici, on parle de la condition chronique des troubles neurodéveloppementaux. La vision de partenariat reconnaît le savoir expérientiel de l'usager qui est considéré comme un membre à part entière de l'équipe de soins et de services. Je vous résume la problématique qui a fait que j'ai débuté mes travaux de recherche. Je vous la résume avec des propos que j'ai recueillis d'un représentant d'un organisme communautaire qui dit oui, il faut que le parent soit un partenaire, mais c'est un discours qui n'est pas senti, qui n'est pas concrétisé du tout. Ce que cette représentante disait, en fait, les écrits scientifiques le mentionnent également, c'est que le partenariat est davantage une intention qu'une manifestation réelle. Donc, c'est la problématique de base qui a occupé mes pensées, qui fait que je me suis lancée dans un projet de recherche par rapport à cette problématique. Et je me suis dit, si c'est si difficile d'en arriver à un réel partenariat, je vais aller interviewer en entrevue les principaux acteurs qui sont impliqués dans cette relation de partenariat-là. Donc, je suis allée voir les parents, les intervenants et les gestionnaires. Je les ai questionnés comment vous voyez le partenariat, quels sont les facteurs qui limitent, quels sont les facteurs quels sont les facteurs qui influencent le partenariat, quelles sont les pistes de solutions qui peuvent améliorer le partenariat. Donc, je vous donne un petit élément de ma collecte de données qui est très important. Vous voyez ici 3 images.
C'est l'image de l'évolution des approches de soins et de services qui sont proposées par les travaux de Caras-Vivant et collègues, principalement à l'Université de Montréal, où on voit la première approche, c'est l'approche qu'on dit paternaliste, dans laquelle les intervenants de la santé vont prendre les décisions dans un souci de bienfaisance, vont prendre les décisions pour l'usager parce qu'ils ont le savoir technique, ils ont les compétences professionnelles pour prendre les bonnes décisions. Donc, on parle d'une approche paternaliste. L'approche au centre, une approche qui vous est peut-être un peu plus familière, l'approche centrée sur la famille, dans laquelle on va tenir compte, on va faire participer la famille aux décisions selon leurs valeurs, leurs besoins, selon leurs préférences. La famille est au cœur des décisions. Et l'autre image qui correspond là, à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure de partenariat de soins et services, dans laquelle la famille est considérée comme un membre à part entière de l'équipe de soins, est en mesure de prendre des décisions libres et éclairées, et son savoir expérientiel est tout aussi important que le savoir clinique. Ce que j'ai fait aux participants, c'est que je les ai présentés, ces trois images-là, de façon désordonnée pour ne pas montrer qu'une est meilleure que l'autre, sans montrer l'évolution. Puis, je ne les ai pas nommés non plus. Je les ai juste définis. Je leur ai demandé quelle expérience de partenariat présentement que vous donnez ou que vous recevez en tant que parent ou que vous donnez en tant qu'intervenant et gestionnaire. Et selon vous, qu'est-ce qui est ressorti de cette étude, de ce questionnement? Je ne sais pas, on peut prendre quelques minutes, quelques secondes de réflexion. Tout le monde a été premier. Tous les usagers ont été premiers, puis tous les autres ont été derniers. En fait, c'est une belle hypothèse, c'est l'hypothèse que j'avais pour ceux qui sont en ligne. Là, on pense peut-être que les usagers auraient dit que ce soit le premier puis que la plupart disent qu'ils donnent le dernier, mais c'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, là, c'est que j'ai eu une diversité de réponses qui fait que j'en suis pas arrivée à un consensus, mais plutôt une analyse qualitative d'une diversité de réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'ai demandé quel est le partenariat souhaité, j'ai eu une réponse unanime que les trois groupes veulent tendre dans une approche de partenariat de soins et de services. Donc, je me suis dit, si tout le monde veut tendre vers ça et que c'est une approche qui est associée à des bons résultats de santé, j'ai analysé toutes les données et tout en conjuguant avec les écrits scientifiques pour en arriver à proposer un modèle pour tendre vers un réel partenariat, le modèle que je vous présente aujourd'hui, qui est le modèle approche famille partenaire auprès des enfants ayant un trouble neurodéveloppemental. C'est ce modèle-là que je vous explique aujourd'hui. Donc, la prémisse centrale, troubles neurodéveloppementaux, ce sont des symptômes sociaux qui se manifestent dans les divers milieux de vie de l'enfant. Donc, c'est la prémisse qui est en haut. On parle de symptômes sociaux et les milieux de vie de l'enfant, les symptômes se manifestent à la maison principalement, à l'école et dans les loisirs. Les principales personnes qui peuvent agir sur ces symptômes sociaux-là, on a la famille, on a les intervenants scolaires, on a les intervenants en loisirs, les intervenants également en milieu de garde. Ce qui fait qu'on sort un peu de la vision du symptôme physique qu'on peut agir dans le cabinet de médecin. On est davantage dans les symptômes sociaux, d'où le fait des fois que ça peut même amener des questionnements sur certaines pratiques cristallisées en salle de thérapie ou en milieu hospitalier. Est-ce le bon milieu pour intervenir pour ces enfants-là? Ça peut amener des discussions avec une prémisse centrale comme ça. Par la suite, je vais en bas du modèle. On parle responsabilité partagée. Le modèle est exprimé sous forme de balance, je vous l'explique un peu plus tard. Mais par rapport à la responsabilité, qui a la responsabilité d'agir sur les symptômes sociaux de ces enfants-là? Quand j'ai fait mes entrevues, la plupart se lancent la balle. C'est tout le temps la responsabilité de l'autre. Mais en fait, c'est une responsabilité partagée, c'est une responsabilité collective. Entre le niveau de la pratique que vous voyez en haut, qui a des éléments structurants qui doivent être appliqués dans la pratique, c'est ce que j'ai abordé davantage aujourd'hui. Et puis, on l'a en haut, le niveau de la pratique, c'est lui que je vais plus aborder aujourd'hui. Mais il y a également une responsabilité à gauche complètement au niveau de l'organisation des services et de la gouvernance, les gestionnaires, et au niveau de l'élaboration de politiques de santé, nos décideurs publics, mais ça va au-delà de ça, la société, une sensibilité collective aussi pour agir sur les symptômes sociaux de ces enfants-là. Et j'ai mis deux pièges par rapport à la responsabilité partagée qui s'appliquent beaucoup plus à la pratique. L'ultime responsabilité ne peut reposer uniquement sur le parent. Souvent, on va polariser les responsabilités. Par exemple, un exemple concret, on a une tendance actuellement à former les parents. Et souvent, on va les former, mais sans prévoir le soutien ou l'accompagnement qui est pour appliquer la matière. Donc là, on parle d'une surresponsabilisation du parent.
ou par rapport à l'accès à un parent qui attend longtemps avant d'avoir un soutien, un accompagnement, on parle encore d'une surresponsabilisation. L'autre côté, l'ultime responsabilité ne peut pas reposer sur l'intervenant non plus. Souvent, hein, quand il y a des services, on va dire l'intervenant prend en charge la famille. Puis ce vocabulaire-là, ben, il n'est pas très... il peut être dangereux dans une approche de partenariat. D'où le fait que ces deux pièges à éviter par rapport à la responsabilité partagée. Je passe au rapport égalitaire. Je vous explique pourquoi c'était représenté sous forme de balance. En fait, pour un réel partenariat, ce qu'on recherche, c'est d'établir un rapport égalitaire entre le parent et l'intervenant. Et c'est exprimé là, sous forme de balance parce qu'on veut un équilibre de pouvoir dans la relation. Et je vous explique en quelque sorte l'idée derrière ça, c'est que la relation parent-intervenant est souvent caractérisée par une asymétrie du pouvoir dans la relation. Souvent, le parent, quand il arrive dans un état de vulnérabilité à divers degrés. Fait qu'il ne se sent pas gros, un peu comme la petite souris hein, sur l'image. Il se retrouve devant un intervenant que, sans mauvaise intention, il a le pouvoir de décider quand est-ce que j'implique le parent dans la décision, puis quand est-ce que je ne l'implique pas. C'est-à-dire, le parent me propose quelque chose qui n'est pas dans mes compétences. On va le réorienter un petit peu vers quelque chose d'autre, ou le parent me demande quelque chose qui n'est pas dans notre offre de service. Bon, on ne l'impliquera pas tout de suite dans cette décision-là. Fait que finalement, il y a une espèce de petit contrôle, mais qui n'est pas volontaire, mais qui est présent. Puis pour en arriver à établir un rapport égalitaire, le but, c'est d'avoir un rapport égalitaire dans le but que le parent, graduellement, se sente auto-efficace, qu'il se sente plus gros, en fait, là, qu'il se sente plus souris, qu'il se sente plus gros pour pouvoir se sentir auto-efficace pour conjuguer avec la condition de l'enfant, puis pas toujours dépendre de l'intervenant, d'avoir un climat de dépendance envers l'intervenant. Plus il va se sentir gros, plus il va se sentir confiant, plus il va se sentir efficace et à chaque moindre urgence, il ne communiquera pas avec l'intervenant, mais lui-même va avoir confiance en ses capacités pour pouvoir conjuguer avec les situations vécues par l'enfant. J'ai fait une petite attention particulière par rapport aux termes moralisateurs qui peuvent nuire à l'établissement d'un rapport égalitaire. Ce n'est pas des termes moralisateurs qu'on va dire nécessairement devant le parent, mais qui peut teinter la relation et qui peut un peu faire que le parent, on ne montrera pas notre confiance envers leur capacité pour améliorer la condition de l'enfant. Des termes comme le parent ne se mobilise pas, ou le parent, on va responsabiliser le parent, ou il faut développer ses compétences parentales versus compétences parentales à conjuguer avec une problématique au quotidien. Donc, c'est juste de faire attention des fois aux termes moralisateurs qui peuvent circuler au sein d'une équipe et qui peut teinter la relation et qui ne va pas mener le parent vers un sentiment d'auto-efficacité. Donc, voilà pour ça. J'y vais maintenant, comme je vous disais, là, pour établir le rapport égalitaire. Sur les deux plateaux de balance, il y a des éléments structurants qui doivent être développés autant chez l'intervenant que chez la famille. Et aujourd'hui, je vais porter attention là, à deux particuliers, c'est-à-dire l'humilité chez l'intervenant qui doit être développée comme élément structurant et la connaissance du côté des parents. Je vous l'explique. Par les résultats de recherche, on a découvert que les parents arrivent et viennent chercher les services avec une fausse croyance de guérison. Il vient voir l'intervenant, il ne sait pas beaucoup, il n'a pas beaucoup de connaissances, puis il vient voir l'intervenant puis il pense que l'intervenant va être un sauveur expert qui va sauver la vie, qui va en fait régler la problématique de l'enfant. Et c'est une fausse croyance et sans le vouloir, l'intervenant peut alimenter cette image-là de sauveur expert. Quand on est intervenant, on veut sauver le monde souvent, hein, puis c'est valorisant aussi de se sentir aidant pour la personne. Donc, c'est une image c'est une fausse croyance qui peut être alimentée. On est sur la bonne version? Oui, c'est l'autre. Ça peut être une fausse croyance qui va s'alimenter. Puis là, vous voyez un peu là, des propos des parents. Hein, quand ils arrivent, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de leur rôle. Ils ne savent pas qu'ils ont un rôle central pour contrôler les symptômes, que c'est eux autres que ça implique beaucoup, beaucoup. Ils ne savent pas l'offre de service. Ils ne savent pas beaucoup de choses par rapport à la problématique de l'enfant. Et l'intervenant, on souhaite qu'il développe son humilité pour briser cette image-là qu'il va être l'expert sauveur, mais qu'il va être plutôt un facilitateur, un consultant, un partenaire. Donc,
on part, en développant l'humilité, on part de l'image on veut s'éloigner de l'image de l'expert pour être justement un accompagnateur, un partenaire, un facilitateur. Et ça, c'est un élément très important. Par la suite, il y a d'autres éléments là, qui sont dans la balance de part et d'autre. Je ne les aborderai pas de façon détaillée, mais il y a toute la capacité d'adaptation que doit développer également l'intervenant. La compréhension, prendre le temps de comprendre le vécu de la famille et de l'enfant. Et beaucoup, là, les habiletés de coaching. On s'éloigne là, des listes de recommandations, mais davantage les habiletés où on soutient, on accompagne le parent à résoudre le problème, chaque problématique vécue au quotidien, dans le but que graduellement, il ressente un sentiment d'auto-efficacité pour conjuguer au quotidien avec la condition de l'enfant. De l'autre côté, là, il y a aussi là, pour le parent, qu'on aborde un peu moins aujourd'hui, c'est le respect et une disponibilité de base. Quand on parle, le parent peut prendre un grand pouvoir dans la relation. Hein, quand c'est tu me donnes ce que je veux. Des fois, il y a un respect de base qui n'est plus là, puis qui peut nuire au pouvoir dans la relation également. Et aussi une disponibilité de base. Hein, les parents qui sont sur les messages textes durant que l'intervenant est en train d'essayer des interventions auprès de l'enfant, mais là, ça prend une certaine disponibilité de base également. Je porte une attention au centre, hein, le plan d'intervention qui est le cœur de nos services, dans lequel présentement, qu'est-ce qui est ressorti des résultats de recherche, c'est qu'on peut aller pas nécessairement dans le même sens dans le plan d'intervention. Des fois, on va faire un plan d'intervention basé sur l'évaluation du professionnel ou un plan d'intervention basé sur les besoins des parents ou un plan d'intervention basé sur les besoins de la famille ou un plan d'intervention basé sur les besoins de l'enfant. Des fois, on va se rendre compte qu'on est tous allés du mauvais bord ensemble et qu'on ne va pas dans un sens concerté. D'où le fait que le modèle propose la co-construction du plan d'intervention dans lequel le savoir expérientiel est tout aussi important que le savoir clinique. Donc, on voit là, les flèches. La famille transfère son savoir expérientiel à l'équipe, tandis que l'équipe d'intervenants ou à l'intervenant, tandis que l'intervenant, lui, transfère ses compétences cliniques aux parents. Tout ça en but de construire le plan d'intervention ensemble. On voit là, le tronc de la balance qu'on parle qu'il faut prendre le temps de développer une relation basée sur la confiance, la transparence et l'ouverture. Je ne l'aborderai pas beaucoup aujourd'hui, mais il y a également là, les deux autres niveaux pour améliorer la relation de partenariat. Dans la balance, chez l'intervenant et la famille, on parle d'éléments structurants et de chaque côté, là, où la responsabilité est également partagée pour la gouvernance et les politiques de santé, on parle de conditions favorables à mettre en place. Parmi celles-ci, du côté de la gouvernance, toute la notion de collaboration interprofessionnelle, l'accessibilité, une offre de service qui est définie mais qui est tout de même souple. Et du côté de l'élaboration des politiques de santé, il y a toutes les ententes intersectorielles, surtout avec le milieu scolaire, qui est un grand enjeu. Et également les politiques de santé, hein, dans lesquelles on devrait avoir une vision davantage holistique des besoins de la famille. Hein, c'est la famille au complet qui est affectée par la problématique de l'enfant. Donc, c'est des conditions favorables là, que j'aurais pu aborder plus en détail, mais on est un peu plus limité dans le temps. Donc, si on évoque une conclusion, ce qui est bien, c'est qu'on a une adhésion de tous les acteurs hein, vers une approche de partenariat de soins et de services. Il demeure qu'il y a des défis pour manifestation réelle dans la pratique. Le modèle que je propose vise une implantation réelle du partenariat. Et pour y arriver, on doit tenir compte d'une multitude de facteurs. On doit avoir une compréhension commune dans des éléments structurants que je propose aujourd'hui et des conditions favorables, une compréhension commune et je dirais respectueuse dans le but d'en arriver à des actions collectives. Donc, ça va nécessiter réflexion et action collective. Puis, je fais une petite parenthèse. J'ai présenté ce que je présente aujourd'hui à des intervenants. Puis souvent, ce qui ressort dans la question de la fin, c'est tous les irritants qui n'ont pas dans les conditions favorables en termes de la gouverne et en termes du système. Puis j'espère qu'aujourd'hui, ça ne sera pas nécessairement ça qui va être dans la tête des gens en sortant, mais plutôt dire, moi, quel est mon pouvoir, parce qu'il y a pareil des éléments structurants dans la relation thérapeutique que dès demain, vous pouvez re-questionner vos pratiques pour pouvoir mettre en œuvre. Fait que juste avoir, c'est une responsabilité qui est partagée, oui, mais dans laquelle chacun peut avoir un pouvoir d'action dans cette relation-là. Et pour terminer, je vous mets des lectures. En fait, j'ai un écrit scientifique que vous voyez en haut que vous pouvez lire.
Il y a également mon mémoire qui est disponible sur le site de l'Université de Montréal. Et comme on dit au début, je suis parent d'un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental, donc j'ai écrit une lettre d'opinion dans le journal Le Soleil, qui est écrite avec mon cœur de mère, mais qui est grandement inspirée par mes travaux de recherche, dans lesquels j'explique que moi, j'ai davantage, souvent on va se retourner vite dans le réseau de la santé, mais moi, ma réponse, j'ai trouvé beaucoup dans la collectivité quand on prend le temps d'expliquer aux voisins d'en face qu'il y a ces habiletés sociales, quand on prend le temps d'expliquer à l'école, quand on prend le temps, plutôt qu'avoir un sentiment de bataille, mais qu'on prend le temps d'expliquer à tous autour de nous, bien, on se réalise qu'il y a bien du monde sur notre chemin qui peut aider à agir sur les symptômes sociaux de ces enfants. Donc, voilà. Merci.